Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle émission, un nouveau podcast Beyond the Screen à travers l'écran. Aujourd'hui, je suis très content de vous faire cette petite première émission. C'était un projet sur lequel je travaille depuis un petit moment. Aujourd'hui, pour vous donner un petit peu le programme de la soirée, l'émission elle est simpliste, elle est basée sous forme d'interview. On va parler de sim racing principalement puisque c'est ce qu'on parle sur les réseaux pour moi. Aujourd'hui, on est avec un invité un petit peu particulier. Vous avez peut-être déjà entendu son nom. Si vous me suivez, notamment pendant le fameux stream des 24 heures Téléthon, puisque ce soir nous sommes avec Arthur de Choran. Comment ça va, Arthur? Eh ben, ma foi, ça va bien et toi? Eh ben écoute, moi je vais très bien ce soir. Merci déjà voilà, de présenter dans cette première édition de Beyond the Scream déjà. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, t'introduire qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors déjà, tout d'abord, bah, merci pour l'invitation. C'est vraiment, vraiment sympa. Le concept est cool en plus, donc vraiment, je me suis dit, bah pourquoi pas, ça peut être une bonne idée de participer et puis d'introduire cette série. Donc déjà, bah, pour me présenter, Arthur de Florent, je suis le président actuel de l'association No Racing Team, association avec laquelle j'ai commencé à faire un petit peu de sim racing maintenant il y a 2 ans, et pour lequel du coup, bah on est plus connu derrière l'événement sim racing 24 heures Téléthon au circuit Paul Ricard. Voilà, donc je suis le responsable de l'événement et président de cette association. Qu'est-ce qui t'a poussé, entre guillemets, à te tourner vers le monde du sim racing? Est-ce que c'est une passion qui était déjà grande vers l'automobile et qui s'est transformée un petit peu comme la plupart des gens, j'ai envie de dire, vers le sim racing? Ou est-ce que c'est directement, tu t'es dit, le sim racing c'est vraiment pas mal quand même? Alors forcément, je pense qu'il y a un petit peu comme tout le monde, on est toujours attiré par le secteur automobile. Quelque part, c'est vraiment une passion. Et puis effectivement, bah, c'est aussi, je pense, comme beaucoup de personnes, la non-accessibilité à ce genre d'activité qui malheureusement est relativement coûteuse, très élitiste. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué à aborder quand tu n'as pas d'expérience, quand tu n'es pas plongé dedans depuis l'enfance, c'est vrai que c'est compliqué d'aborder la partie IRL. Du coup, effectivement, c'est plus une passion, un intérêt pour retrouver quelques sensations de course. Je dirais même, du coup, bah forcément, une accessibilité économique qui est plus intéressante que de l'IRL, forcément. Et puis, ouais, ça a été effectivement un moment donné où j'avais envie de m'essayer à autre chose. Et comme effectivement, ben, j'aimais bien un petit peu tout ce qui était automobile, sport mécanique, je me suis dit pourquoi pas, on va tester. Surtout que bah, mon frère avait déjà un petit peu mis un pied dedans, donc ben, je me suis attiré un petit peu naturellement aussi grâce à lui. Et puis effectivement, il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'ai commencé à faire ma première course en open lobby sur ACC. Alors on connaît tous la joie de l'open lobby sur ACC. C'est sûr. Mais voilà, on a commencé par là, un petit peu comme tout le monde en fait, le parcours un peu atypique. Euh, enfin, le parcours pardon, pas atypique, mais normal justement. Et puis ouais, j'ai commencé sur G29, enfin voilà, le total classique sur le bon vieux Logitech. Et puis au fur et à mesure, on a gravi les échelons, on a roulé de plus en plus vite, on a commencé à découvrir un nouveau monde, enfin, un monde qui était inconnu, hein, le fait d'aller Ah oui. aussi loin dans une expérience avec bah, les setups, les stratégies, la collection de data. Enfin, bref, c'était la découverte effectivement enfin, d'une activité inconnue, méconnue, qu'on entendait parler, mais qu'on ne pensait pas aussi pousser. Et puis c'est un petit peu aussi ce qu'on essaye de faire tomber un petit peu ces a priori-là au travers de tous les événements qu'on peut faire, que ce soit IRL ou online, c'est justement de faire découvrir ce petit monde de niche que beaucoup de personnes se disent, bah voilà, c'est juste des geeks derrière leurs écrans, mais en fait non, pas vraiment, ça va un peu plus loin que ça. Et voilà, donc c'est aussi ça un petit peu qui est très intéressant, c'est qu'on touche du doigt en fait un petit peu, ouais, du bout des doigts la réalité, mais voilà, sans le côté vraiment IRL, donc on essaye de mixer un petit peu tout ça. Ouais, c'est sûr que le sim racing a pris une
telle ampleur aujourd'hui que on le sait très bien, même les pilotes rail, je pense à Max Verstappen par exemple, qui roule énormément dessus. On se rend pas compte à quel point le sim racing a vraiment une très grande importance dans le monde réel aujourd'hui. Tu parlais de l'utilisation des datas, des setups, et c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend pas compte à quel point cette discipline qui était très niche au début, que très peu connaissaient, voilà, moi quand j'ai commencé, jamais j'aurais cru que ça deviendrait aussi populaire que ça. Et c'est vraiment un truc de dingue quand on voit ce que ça peut devenir. Tu as parlé Ouais, ouais, de, ouais. tu as parlé de ACC. Tu as dit que tu avais Hmm. commencé sur des Open Lobby. Est-ce que tu as touché à d'autres simulations sim racing comme iRacing, Assetto Corsa premier du nom ou ACC, une de tes globales expériences sim racing? Alors au départ, non, je me suis plus penché sur ACC, ça me suffisait en tant qu'amateur, voilà, en tant que débutant totalement, Mhm. ça me suffisait. C'était un bon compromis économique parce que bon, à côté, il y a des jeux qui sont peut-être parfois un peu plus poussés sur certains aspects, mais plus chers aussi dans le temps. Je pense entre autres à iRacing avec son système d'abonnement. Donc ACC, c'était vraiment la partie la plus accessible, je pense, pour nous. Enfin, du coup, pour moi, à cette époque-là. Et puis, ouais, je me suis assez facilement retrouvé là-dedans, donc j'ai continué enfin, bah, des bons mois, et puis au final, j'y suis resté parce que c'était un jeu qui me convenait, et j'avais pas besoin de plus ou de moins. Et ce qui était sympa aussi avec ce jeu, c'est euh, la faisabilité qu'il y avait derrière en termes Mhm. d'événements, avec le fait que l'on puisse avoir les serveurs à la maison, enfin, hoster notre propre serveur, développer des outils sur ce jeu-là et puis sur les serveurs en question. Donc c'était très intéressant pour moi de pouvoir éventuellement avoir une perspective de développement et de devenir sur ce jeu-là, qui peut être un peu plus compliqué. Voilà. Mais par contre, effectivement, je me suis toujours intéressé, j'ai toujours gardé une porte ouverte à tous les autres jeux, de manière à déjà savoir de quoi on parle quand on parle avec d'autres passionnés du sim racing, mais également de savoir un petit peu comment se positionne ACC, les forces et les faiblesses d'ACC par rapport aux autres simulations, ce qui va changer, qu'est-ce qui va être mieux, un peu moins bien. Et puis voilà, le but effectivement, c'est, je pense pas de se fermer la porte, mais de rester vraiment ouvert avec un champ des possibles en termes de simulation, puisque bon, aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont excellentes. Airassi, on a LMU là, qui est sorti récemment. On va avoir peut-être le nouveau AC Evo, je ne sais pas comment il va être, mais j'espère qu'il va être bien. Euh, donc voilà, il y a aussi tout ça où, ben, alors voilà, c'est plus mon côté organisateur qui parle, mais tu ne peux pas t'empêcher de rester à l'écoute et voilà, d'avoir un petit œil sur ces différents jeux au fur et à mesure. Voilà. Mais au début, c'est vrai que je me suis pas forcément intéressé de suite. ACC me faisait progresser assez bien. Je devais apprendre et puis pendant un an et demi, j'ai roulé que sur ACC. Ouais, c'est vrai que je l'avais dit sur un de mes épisodes sur YouTube de tirer un point sur Simu. Assetto Corsa c'est vraiment un super bon jeu et qu'en plus moi je trouve que c'est cool d'avoir un jeu qui a une licence hyper connue comme Mm. celle du SRO. Euh, alors, on n'a pas de sim racing de ta part. Maintenant, on va parler un peu plus autour de la NRT. Donc, tu l'as dit, tu es président de la Noco Racing Team. Je l'ai déjà dit au début du stream, mais vous devez certainement avoir déjà entendu ce nom. Donc, vous avez organisé pendant 2 années consécutives jusqu'à maintenant les 24 heures Téléthon. Donc une course de Mm. 24 heures dans Assetto Corsa Competition justement au profit de l'association du Téléthon. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que la création et l'organisation d'un tel événement s'est mis en place? Comment vous est venue l'idée et comment ça s'est passé le déroulement pour pouvoir organiser un événement qui est un des événements, enfin même l'événement le plus attendu dans le francophone sim racing? Alors, figure-toi qu'au début, ça partait d'une, alors je vais pas dire d'une blague, mais Hmm. tu vois, d'un petit, Ouais, d'un petit jeu une du... petite phrase Ouais. comme ça balancée à la va-vite. Je me souviens, on faisait une de nos premières endurances avec mon frère en équipage, et puis dans l'après-midi, je vais le voir, je lui dis, ça serait trop bien quand même qu'on arrive à faire un truc avec un vrai circuit dans une vraie salle, donc qu'on soit plongé dans l'ambiance, qu'on soit entouré, voilà, de toute cette immersion totale de la réalité. Et sur le coup, on avait rigolé, on s'était marré en se disant, c'est impossible, c'est pas possible. Et, euh, et je lui ai dit, bah, ça pourrait être cool quand même de faire un truc dans ce sens-là, et puis ouais, d'en donner une certaine forme honorable, quelque chose qui Hmm. puisse mettre en valeur le sim racing dans le bon sens.
Et, et effectivement, bah, on s'est dit que ça serait vraiment sympa, mais pour le coup, tu te dis, bon, c'est irréalisable, quoi. C'est un rêve, et tu te dis, C'est bon, sûr. aujourd'hui, il n'existe rien de tel en France ou même dans le monde. Pourquoi est-ce que nous, petits sim racers avec une toute petite team qui a à peine quelques mois d'existence, comment est-ce qu'on arriverait à mettre en place ça, quoi? C'est pas réalisable. Mm. Et puis au final, j'ai commencé à envoyer quelques mails par-ci par-là. Alors, j'ai quand même fait un gros travail en amont avec un Ah bon oui. gros dossier de présentation. J'avais fait tout un business plan, enfin un événement avec un plan, etc. Donc, Mm. j'avais quand même passé énormément de temps dans une présentation qui était quand même relativement solide. J'avais la chance aussi d'avoir certains contacts qui ont pu m'aider à aller ouvrir quelques portes. Et puis au fait, au fur et à mesure, alors au départ, j'ai balancé un petit peu ces mails dans le vide sans pour autant avoir des retours immédiatement. Ouais. Et puis finalement, quelques semaines, mois plus tard, j'ai eu des retours qui laissaient sous-entendre qu'il y avait une porte ouverte. Ouais. C'était pas fait, mais qu'il y avait une petite porte ouverte. Et, euh, et donc l'idée, ben, ça a été effectivement de continuer à en parler, de voir ce qui était possible, pas possible, réalisable ou non réalisable, qui tout de suite était trop rêveur pour une première édition. Surtout que je le rappelle, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc C'est on sûr. se base sur rien du tout, c'est-à-dire qu'on doit tout créer de A à Z. Et ça a été compliqué effectivement de tout aligner, tout mettre, les planètes alignées toutes ensemble. C'était pas simple dans un premier temps. Et puis, à force de persévérer et puis de continuer à se dire, OK, on y croit, machin, et au fur et à mesure, avoir des contacts qui commencent à se rapprocher, là, tu te dis, ah ouais, c'est en train de se faire. Et Mm. donc, effectivement, il y a une semaine, quand j'ai eu une réunion avec le circuit Paprika, euh, tout de suite, les administrateurs étaient super emballés par l'idée. Mm. Ils m'ont dit, OK, on va faire ça, on vous met ça en place, on peut même éventuellement commencer à faire ça. Et là, tu te dis, waouh, ça y est, Ouais. Ça y est. ça commence à prendre vraiment. Et je me souviens, j'ai raccroché le téléphone, la première chose que j'ai faite, c'est appeler mon frère. Je lui ai dit, écoute, dans 3 mois, bah, on est au circuit Paul Ricard. Alors là, il m'a dit, mais c'est pas possible, enfin, tu me fais une blague. Et, non, 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 3 mois plus tard, on est au circuit Paul Ricard. Alors, ce qui a été très compliqué, c'est que pendant ces 3 mois, il a fallu tout construire de A à Z. Donc, Ouais. autant te dire que pas Bon. beaucoup dormi et que ça me faisait énormément stresser, forcément, quand tu dois ramener autant de matériel, Bah oui. euh, avoir autant de partenaires, autant de responsabilités, et que tu as tout le monde qui te regarde parce que c'est un événement, encore une fois, qui est unique. Je te dis, j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai clairement pas le droit à l'erreur. Donc là, ça, effectivement, ça a été, ouais, 3 mois un petit peu de folie. Ouais. Donc, non, non, ça a été très sympa. Et puis en fait, plus ça avance, tu te dis, ouais, ça va être cool parce que tu as des nouvelles choses qui arrivent, tu arrives à Mm. séduire des partenaires, tu as du matériel qui arrive. Et tout ça en plus pour la bonne cause. Tu as le Téléthon, ils sont super contents que l'on Bah fasse un oui. événement comme ça parce que forcément, ça va les aider. Nous, ça nous donne un super bel objectif. Le circuit il adore aussi ce que l'on a proposé. Et puis, bah, en fait, juste avant de partir pour le circuit, tu as toujours ce petit regard en arrière, tu te dis, Ouais. putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand même? Est-ce qu'on va pas se planter? Est-ce que ça va pas, est-ce qu'il va y pas y avoir beaucoup de problèmes et tout? Donc tu te dis, ah, je suis en train de faire de la merde. Et en fait, c'est une fois arrivé au circuit, t'y penses plus, t'es dedans, t'as tout le matériel qui arrive, t'as les paddockmen qui te déposent toutes les palettes auprès du Media Center, et là tu dis, ok, on y est, tu commences à ouvrir les portes du camion, il faut tout décharger, Ah ouais, ça y t'as est. tous les gars qui arrivent, et là t'es dans le jus et t'as pas le droit, plus de retour en arrière, quoi. Ah bah oui. C'est sûr Donc que. là, Bah, c'est sûr que la mise en place d'un tel événement est aussi. C'est dingue de voir ça, surtout plus tu l'as dit, sur une si courte période, tout ce qui a dû être fait, la charge de travail était vraiment énorme. Donc c'est ouais, vraiment quelque sur, chose sur qui la première est. année, ouais. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Je me doute bien que, on en parlera après, la deuxième année, ça a dû se passer de manière différente, puisque tout était déjà mis en place. Mais c'est vrai que avoir quand même l'idée et l'audace de proposer une idée comme celle-ci, qui a Mm. jamais été fait, et qui du jour au lendemain vraiment est apparu comme
l'événement le plus attendu de l'année, en tout cas, enfin, moi, de mon point de vue, c'est comme ça que je le voyais. C'est franchement quelque chose d'exceptionnel. Surtout qu'en plus, vous étiez pas seul dans le projet. Il y a plein de marques qui vous accompagnaient. Il y a le circuit aussi également qui vous a fait confiance. C'est quand même quelque chose de quand on est entre guillemets personne dans le milieu, de ressortir avec autant de monde pour créer ce genre d'événement quand même. Oui, bah, en fait, oui, effectivement, tu peux pas tu as présenté un projet qui a été accepté par des partenaires, ils t'ont fait confiance, ils te prêtent du matériel, t'as pas le droit de leur dire une semaine avant l'événement, c'est pas possible. Bah oui, c'est sûr. Donc tu peux pas. Donc en fait, bah, c'est tout le travail de ces 3 mois, parce que pour rappel, la validation du circuit s'est fait fin septembre. J'ai eu de mémoire une réunion début octobre, ou fin septembre dans la foulée, je sais plus. Et donc on est de suite allé sur place pour tourner les trailers, pour tourner tout ce dont on avait besoin, pour faire le repérage des lieux. Surtout qu'en plus, il y a eu un petit couac. Au départ, on devait aller dans une salle et en fait, non, c'était dans l'autre. On a même failli terminer dans les box. Enfin, ça a été un petit peu compliqué. Mais finalement, enfin, encore une fois, les administrateurs du circuit étaient juste géniaux. Ils nous ont reçus, mais vraiment de façon royale, enfin, comme si en fait on était des clients pour eux, alors que voilà, on n'est qu'une association à but non lucratif. Donc ils auraient pu faire le strict minimum et au final, ils nous ont vraiment mis le paquet pour pouvoir nous accueillir dans les meilleures conditions possibles. À chaque fois qu'il y avait un petit souci, que ce soit de l'ordre technique, de l'organisation, etc., ils ont toujours été présents pour essayer de répondre aux besoins. Donc, franchement, ça a été juste incroyable de bosser avec eux la première année. On s'est dit, mais c'est génial. En fait, on pouvait pas s'attendre à mieux que ça. Hmm, Franchement, on s'attendait pas à autant. ouais. Et, euh, et effectivement, les planètes se sont alignées entre le circuit, la Restart TV, qui fait un excellent job, bah, comme d'habitude sur le online. Bon, là, forcément, on les a challengés un peu plus, puisqu'il y a toute la partie en présentiel. Mais C'est ils ont sûr. fait pour une première année un job monumental. Et puis, nous, derrière, toutes nos équipes, elles ont assuré. Et je vais même aller plus loin que ça, c'est que avec le peu de ressources qu'on avait sur la première édition, on a fait vraiment bien. Je pense qu'on peut se féliciter là-dessus. Et puis on avait aussi on avait pensé à un plan A, mais un plan B et un plan C au cas où Hmm, chaque partie ouais, c'est des problèmes. partirait. Enfin, il y avait un problème. Voilà. Donc, en fait, c'est toute cette préparation en amont qui a permis de pouvoir avoir un événement qui soit vraiment top. Et c'est surtout ouais, l'énergie qui a été passée pendant ces 3 mois, ça a été vachement intense. Et puis, effectivement, quand tu arrives à la fin de l'événement, que tu te dis, bah putain, on a récolté 11 000 balles en même pas 48 heures, que ça part dans les poches du Téléthon pour aider contre les myopathies, tu te dis, mais waouh, waouh, incroyable. Et puis, je vais même aller plus loin, ce n'est pas qu'un événement pour le Téléthon, c'est un événement qui est multisens, en fait, pour moi. Hmm, Déjà, dans un premier temps, c'est un événement qui, effectivement, de par son but caritatif, donne une raison profonde oui, à ce type d'événement. c'est sûr. Alors, en termes de développement durable, c'est juste génial. En termes d'image pour la société, Oui. pour le côté sim racing, c'est génial parce qu'on se dit, si on se déplace, c'est pas juste pour faire une endurance, c'est pas juste pour être sur un circuit, c'est pour aider des gens qui ont des soucis, des problèmes qui sont Hmm, graves et quelque part pour eux, c'est un peu une course à la vie. Et nous, on va faire une course de 24 heures pour leur course à eux dans la vie et on va essayer justement de récolter un maximum pour que on puisse aider ces chercheurs en laboratoire. Donc ça, c'était vraiment déjà une raison qui était très, très intéressante pour moi. En plus, j'ai eu la chance d'être secouriste pendant plusieurs années à la sécurité civile, donc à la protection civile, pardon. Mais et donc du coup, en fait, c'est un milieu qui me tenait à cœur en tout cas particulièrement. Euh, et puis on a toujours été effectivement dans cet altruisme au quotidien. Donc le fait effectivement de pouvoir aider, c'était non négligeable, surtout avec la force du sim racing comme on connaît aujourd'hui. On a bien vu sur ces 2 dernières éditions, le sim racing francophone a répondu présent à chaque fois en nous surprenant. Et on s'est dit, voilà, il faut donner cette belle image du sim racing francophone. Et puis d'autres sens cachés, comme par exemple, ben, on sait tous, avec le Covid et puis les différents problèmes sociétals actuels, il peut y avoir hmm, des personnes en cas d'isolement, il peut aussi avoir des personnes qui vont se renfermer dans le jeu.
Donc l'idée, c'est au travers de cet événement, c'est de sortir un petit peu tout ce monde-là de sa zone de confort en leur disant, voilà, vous jouez pour une passion. Ben, cette passion, on va vous la déplacer temporairement l'espace d'un week-end pour que vous puissiez tous vous retrouver entre amis. Vous avez pendant des années connu des gens au travers de pseudos, derrière des écrans. Et ben, l'idée maintenant, c'est de mettre une tête sur un pseudo, de pouvoir renforcer cette relation humaine. Et ce qui est vachement intéressant, ce que moi j'adore, c'est que à chaque fois qu'on ressort d'un 24 heures Téléthon, j'ai ce sentiment, en tout cas moi personnellement, de mieux connaître les gens, Mm. de mieux connaître les personnes qui sont derrière les pseudos, et d'être plus, je vais dire, bienveillant envers eux, parce que j'ai cette sensation de mieux les connaître. Et les 24 heures Téléthon, c'est aussi du coup cette aventure humaine d'avoir des gens qui vont sortir de leur zone de confort, venir dans un milieu qu'ils adorent pour une passion, la vivre à fond parce qu'on essaye à chaque fois de les plonger dans une immersion totale et effectivement de pouvoir voir des gens, de pouvoir les rencontrer, échanger. Et ce qui est juste incroyable, c'est que ce week-end de 48 heures, en fait, tu vois que de la banane. Les gens ont le Mm. smile en permanence. Et ça, franchement, c'est juste incroyable. C'est une aventure qui est incroyable. Juste pour ça, c'est d'offrir un moment de bonheur et de souvenir comme ça aux gens, c'est voilà, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que on a pu le voir si certains d'entre vous ont regardé les différents vlogs des différents influenceurs sur place. C'est vrai que c'était plus qu'un simple dispositif de vas-y on fait une course et certains vont dire on aurait très bien pu juste la faire en mode online et quand même donner de Mm. l'argent pour le Téléthon, mais on fait un vrai dispositif derrière. Il y a une véritable aventure humaine et j'ai même envie de dire qu'il y a même une véritable aventure humaine quand on n'est même pas sur le plateau sur place Paul Ricard. Moi j'ai eu la chance, c'est grâce à ça que j'ai rencontré la plupart des gens de la DKR eSport maintenant, et c'est grâce à ce genre d'événement où même si on se rend compte que on est nous en online chez nous et qu'on n'est pas sur place, il y a quand même ce feeling de putain, on est en train de vivre un truc là. Là on vit une expérience, un truc qu'on a jamais fait avant, et comme tu as dit en plus pour certains ça a pu mettre des têtes sur certains pseudos. Donc c'est sûr que Mm. quand on regarde sur ce plan-là, l'événement est juste une pure réussite, il peut absolument véhiculer tous les messages. D'ailleurs, je profite de son là pour aussi remercier toutes les personnes de l'ombre, toutes les personnes derrière hein, qui ont fait partie de la Restart TV, même de chez vous pour la Noco, il y avait beaucoup de personnes à l'arrière qui pouvaient venir aider les gens en cas de besoin. Donc voilà, un grand merci à vous. Vous avez réussi à effectuer une seconde édition, donc l'année dernière en 2024. Est-ce que l'organisation était, je suppose du coup de manière beaucoup plus simple, vu que la première édition a été déjà engagée? Comment ça s'est un petit peu déroulé pour cette deuxième édition? Alors, plus simple, oui, dans le sens où on savait où on mettait les pieds. On connaissait Ouais. l'endroit, le lieu, on connaissait les infrastructures, on connaissait nos interlocuteurs. Hmm. C'était effectivement beaucoup plus simple pour nous de réitérer ce genre d'événement. Là où ça a été différent, c'est que on avait plus de demandes, Hmm. on avait plus de spectateurs, plus de notoriété, plus de partenaires, plus de matériel sur place, donc plus de contraintes. Et forcément, on a toujours cette envie de mieux faire, de faire plus, d'être encore plus immergé dans l'expérience. Donc, bah, on essaye un petit peu de monter des petits trucs, des outils, des développements pour pouvoir nous permettre d'avancer et de construire encore et de développer davantage ce genre d'événement. Donc, oui, c'était plus simple, mais on avait tout autant de challenges, de réussites, que ce soit effectivement dans la mise en place, dans l'organisation. On a accueilli beaucoup plus de personnes cette année sur place, hein. L'an dernier, on a été 90. Cette année, on était 150, un peu plus, un poil plus. Eh ben, Euh, et puis sur Internet, c'est un truc de fou. La première année, on a fait 250 000 d'audience. Et cette année, on a dépassé les 400 000. c'est énorme. Les 400 000 sur l'événement, c'est juste énorme. Enfin, si vous êtes curieux, prenez un petit peu les chiffres d'un événement officiel sur ACC, on n'y est pas aux 400 Ah 000. non, Donc, quelque part, alors oui, très loin. on n'a pas la même stratégie de communication, étant donné que certains vont avoir les meilleurs e-sports. Bon, bah, nous, on n'a peut-être pas les meilleurs, la crème de la crème, mais en fait, le fait de rassembler aussi
tellement de personnes et tellement d'influenceurs autour de cet événement caritatif, ça nous permet de toucher beaucoup plus de population, beaucoup plus de personnes, et Mm. ça a un impact direct bah, déjà sur la cagnotte, Bah exploser oui, encore une fois cette cagnotte sur la deuxième année, on a fait 68% de plus, on est passé de c'était 11 fou. 090 à 18 500, ce qui est énorme pour une C'était deuxième énorme, édition. c'était fou. Franchement, c'est incroyable. Et puis, bah, ouais, en termes d'audience, on a tout pété. Donc, bah, l'audience, c'est aussi, ça nous permet de développer, de démocratiser le sim racing, qui est quand même aujourd'hui un monde relativement niche. Donc là, ça nous permet effectivement de mettre en avant cette activité, de casser peut-être des a priori à travers bah, effectivement bah, des images que peuvent avoir certaines personnes de geeks ou de personnes qui sont isolées derrière leur écran. Bah, là, on leur casse un petit peu cette idée reçue. Et puis, effectivement, c'est une aventure humaine qui est extraordinaire. Donc ouais, la deuxième édition, c'est un grand succès pour nous. C'est le Téléthon est super content. Enfin, voilà, c'est vraiment incroyable. Le circuit, bah, pareil, ça a été davantage intéressant de pouvoir encore bosser avec eux parce que cette fois-ci, cette année, ils ont fait beaucoup plus que l'an dernier. Par exemple, ils ont eux-mêmes fait une détection interne pour sélectionner un équipage et faire représenter le circuit sur la piste virtuelle, Mm. donc avec un équipage IRL qui était dans le Media Center avec nous. Donc c'est une implication aussi que eux ont voulu prendre dans l'événement. Et puis après, avec l'Extreme Park, avec le karting, on a eu la chance aussi de pouvoir proposer aux personnes sur place bah, tout ce qui était animation avec un sprint pardon, de 10 minutes sur karting. On a pu aussi proposer du Batak, du F1 Pit Stop, donc toutes ces petites activités qui ne sont pas forcément connues. Et puis on va effectivement leur en faire profiter. Et ça nous permet d'assurer une diffusion tout au long des 48 heures, quasiment, et puis d'en montrer un maximum, quoi. C'est aussi ça, c'est de pouvoir mettre en avant tous ces petites animations qui sont vraiment cool. Chacun fait et participe à sa manière et comme il peut, mais c'est ça qui est juste cool, quoi. C'est que les gens qui viennent, ils ont tout de suite, enfin, tu le vois, quoi, ils ont des étoiles dans les yeux. Et Ouais, c'est nous, sûr. avec le circuit, on essaye de faire au mieux pour perdurer ce genre de sentiment, ce genre de retour. Et c'est ça qui est vraiment cool, quoi. Donc, non, le Téléthon, ils sont super contents parce que c'est un événement ouais, qui sort un petit peu de Ouais, l'ordinaire. Nous, on est super contents parce que c'est un événement qui rassemble. C'est un événement, ben, tu le notes dans ton calendrier en début d'année et tu ça sais c'est qu'à sûr. la fin d'année, voilà, tu as les 24 heures Téléthon qui vont tomber. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que voilà, on a tous les partenaires qui jouent le jeu, que ce soit en termes de matériel, en termes de. Enfin, voilà. Comparé à l'an dernier, on a doublé l'investissement en termes de matériel. Donc, c'est juste incroyable. Et puis, je pense que ça permettra peut-être d'ouvrir aussi certaines portes qui étaient fermées jusqu'à présent en sim racing en montrant, bah voilà, on a, euh, on a lancé quelque chose, donc peut-être qu'on pourra en faire une autre chose, ou peut-être qu'on continuera à développer sur la même lancée, je ne sais pas. Mais voilà, on a un truc en tout cas. L'événement est vraiment cool, donc on aimerait bien effectivement pouvoir continuer à faire prospérer ce type d'événement dans l'avenir. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est des éléments qui sont complètement faux. On voit à quel point maintenant le réel est connecté avec le virtuel de par ces Mm. événements. Il y a plein d'événements dans l'année qui font la connexion réelle et avec le jeu, mais c'est vrai que cet événement sort vraiment du lot. Tu m'avais envoyé une fois les statistiques de visionnage de l'événement. C'est vrai que c'est fou quand on regarde. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas forcément l'information, mais cette année il y avait eu les FIA Motorsport Games, donc qui sont l'équivalent des Jeux Olympiques, si vous voulez, mais pour le sport automobile, et il y avait une section e-sport. Il y avait les meilleurs pilotes de chacun des compétitions. D'ailleurs, un de nos Français était présent, il s'appelle Mathis Letao, et qui a fait une plutôt bonne performance. Juste la section e-sport, ça a fait moins de 100 000 vues, alors que c'est un des plus gros événements en termes de niveau dans l'année en termes d'e-sport. Donc on faut bien se rendre compte que l'événement, ce n'est pas juste un simple événement et que c'est absolument tout le monde qui est touché de par la communauté autour du Téléthon, rassemblée avec celle du virtuel pour le jeu, rassemblée avec celle de l'automobile et même avec plein d'autres communautés. Donc c'est sûr que c'est vraiment un événement à marquer dans le calendrier. Il y aurait une édition cette année? Ah, je savais, non, je savais, j'avais prévu la question, mais c'est sûr que maintenant tout le monde va se poser la question. C'est sûr que, Oui, bah, oui, forcément, forcément. Non, voilà. mais la question a déjà été posée maintes et maintes fois. Je l'ai déjà reçue. Non, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que déjà,
Beaucoup de personnes m'ont fait des retours, alors forcément des retours ultra positifs. Certains m'ont apporté quelques petites critiques, mais de critiques Ouais. constructives, c'est ça qui est intéressant, c'est que on a voilà l'idée de pouvoir échanger avec la communauté, et de récolter un petit peu les avis de tout le monde. Donc on sait sur les points sur lesquels on peut éventuellement améliorer ce format. On sait là où ça s'est pas passé cette année, là où ça Oui. a passé. Et effectivement, on va bosser sur certains sujets. Tout ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que ce qui est très sympa avec le circuit Paul Ricard, c'est que on échange, on en parle. Ils sont très intéressés, nous aussi forcément. Et le but, c'est effectivement de pouvoir continuer ce type d'événement qui est incroyable. Euh, Eux, ils sont à fond parce que eux aussi, ils découvrent un événement, un univers, enfin, Mm. qui était inconnu au bataillon. Et je me souviens, et d'ailleurs, on se pose encore la question, c'est combien est-ce que potentiellement on peut avoir de personnes sur place si on devait laisser le flux ouvert, quoi. Parce que comme on n'a pas de, comme on n'a pas de référence, Mm. on ne sait pas. Mais au travers des deux éditions, on a réussi à prouver que certaines personnes sont prêtes à parcourir la moitié de la France, voire la France complète, pour venir au circuit, pour pouvoir partager ce moment-là. Donc, voilà, ça va être un petit peu le travail de ces prochains mois. Et effectivement, on a des réunions qui sont déjà prévues pour pouvoir échanger, pour voir ce qui est faisable pour 2025. Évidemment que tout le monde veut pouvoir refaire ce genre d'événement, mais voilà, je le rappelle, on est tous bénévoles, on n'est pas sous contrat avec le circuit. Le circuit, bah, c'est aussi un énorme geste qu'ils font de nous accueillir sur ce type d'événement. Donc c'est pas anodin, c'est pas anodin. On se rend compte de la chance que l'on a aussi de pouvoir créer ce genre d'événement. Donc voilà, on fait avec les contraintes de tout le monde. On en parle, on en discute, on voit, on envisage ce qui est envisageable. Et puis voilà. Mais effectivement, un événement comme ça, en temps normal, ça coûterait beaucoup d'argent. Et grâce à Oui. tous ces partenaires, effectivement, on arrive à aligner les planètes et à pouvoir justement baisser le coût et augmenter la récolte pour le Téléthon. Et c'est ça qui est vraiment cool. Ouais, c'est vrai Donc non, que bon, c'est trop tôt pour affirmer une édition 2025, mais en c'est un tout peu cas, tôt. dès que j'en saurai plus, vous serez bien évidemment les premiers informés. Mais pour ça, bah, faut rester connecté sur les réseaux de la LRT, bien évidemment. Ah, et ça c'est sûr parce que c'est vrai que c'est franchement tu m'avais dit que un peu après l'événement et moi j'ai trouvé ça complètement hallucinant au lieu de prendre 1 ou 2 semaines de repos comme une personne entre guillemets normale après autant de travail, eh bien non, vous aviez déjà des discussions et limite des réunions pour potentiellement voir ce qui pouvait se faire dans le futur et c'est quand même fou de se dire que vous gardez quand même un contact assez global et fort avec autant de personnes pour un événement. Donc c'est franchement Bah, alors en fait déjà, tu as une responsabilité en tant qu'organisateur, c'est faire un débriefing de ton événement. C'est savoir ce qui s'est bien passé, pas bien passé, ce que tu dois améliorer, ce que tu dois garder en l'état. Et en fait, avec ce retour, ce feedback, tu dois déjà toi te faire une vision globale de l'événement, ben, laisser un petit peu retomber la pression, finir aussi, parce que c'est pas parce que l'événement est fini pour les participants qu'il est fini pour nous. Nous, on a tout le matériel qui repart en logistique sur les palettes, on a tous les renvois, et puis on doit aussi faire tous les comptes rendus hein, pour les partenaires, bien évidemment. Ils nous prêtent du matériel et ils attendent une contrepartie, donc ben, l'idée c'est de pouvoir leur assurer que la contrepartie a bien été tenue, que nos engagements ont été tenus pour le côté NRT, voilà, côté organisateur. Donc ça, c'est effectivement la semaine qui suit l'événement. Et puis après, ben, effectivement, avec toutes les équipes techniques, on va discuter, on va débriefer, on va voir ce qui s'est bien, pas bien passé. On va prendre tous les éléments, surtout que ben, l'idée, c'est de battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, plutôt que de laisser passer les fêtes et puis de se dire, ah bah non, j'ai oublié telle information, etc., c'est récupérer un maximum pour le débriefing. Et une fois que tout ça c'est fait, ben, on est reparti sur 2025, c'est-à-dire qu'on commence à réalimenter les dossiers partenaires avec les nouvelles valeurs, avec les nouveaux discours, avec effectivement les nouvelles possibilités. On commence à relancer un petit peu le circuit ben, pour fixer éventuellement de futures réunions, ce qui a été fait. Et puis tous les partenaires, voilà, où on leur laisse une porte ouverte, ben, voilà. On a réussi à faire encore ça cette année. Si on doit faire une troisième, est-ce que vous nous suivez? Est-ce que voilà, dans quelle capacité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà, en fait, c'est une discussion qui va être, qui va évoluer
et qui va se construire dans l'année, tout au long de l'année, et qui va suivre effectivement. Donc en fait, c'est pas juste maintenant. Alors la première édition, ça a vraiment été 3 mois très compliqués Oui, et très intenses parce que entre l'autorisation principale du circuit et puis ben, le fait de trouver tous les prestataires, enfin tous les partenaires équipementiers, ben, il a fallu faire 3 mois très intenses. Mais par contre, effectivement, maintenant, bah maintenant qu'on a ces relations-là, on va étaler un peu plus la charge de travail, mais par contre, on va la faire évoluer dans le temps et on va effectivement avoir plus de temps pour discuter avec chacun des partenaires, savoir ce que l'on peut faire et éventuellement aller chercher des nouveaux partenaires si on veut pouvoir faire grandir, grossir un peu l'événement. Donc il y a tout ça aussi, c'est ce travail-là que l'on est déjà en train de faire actuellement. Et puis en interne, on a aussi toutes nos équipes techniques qui travaillent, puisque on a plusieurs projets en cours pour pouvoir faire grandir encore ce type d'événement. Mais c'est des projets voilà, qui sont. Ce qui est compliqué, si tu veux, c'est ce maillage où tu dois avoir la validation de quelqu'un, puis ensuite la validation d'une autre personne, d'une ouais, entité, etc. Donc il faut réussir à entremêler tout le monde. Et donc ça se fait au travers de plein de réunions qui vont s'organiser tout au long de l'année. C'est pour ça qu'à la NRT, on ne sort pas énormément d'événements, ouais. mais quand on les sort, Ils sont bien. ben, voilà, on fait du qualitatif, on sait où on met les pieds, on maîtrise le sujet Mm. et, euh, et on avance comme ça. On fait pas juste un événement qui est envoyé sur le tas comme ça, ou alors ça va être vraiment un événement privé et puis très limité, et on aura posé des termes de suite. Mais en tout cas, sur du concret, effectivement, on va plus être dans l'ordre de la rigueur, on va vraiment chercher la rigueur de travail et la qualité. Ouais, non, c'est vrai, c'est sûr que j'avais bien remarqué ça avant, hein, très honnêtement, avant de d'entendre parler de l'événement, je connaissais pas forcément la NRT. Et c'est vrai que entre-temps, vous avez pas sorti énormément d'événements. Il y avait la saison 11, je crois, du championnat NRT sur Arto Corsa Competition, qui était sorti, je crois qu'on a fait la cette année en Bah, en fait, 2024. tu avais la saison 1 en 2023, la saison Ouais, 2 d'Endurance en 2024. Et puis après, on a fait une autre petite endurance après la saison, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai un métier pendant la saison, donc c'est un peu compliqué pour moi oui, pendant la saison d'être pleinement sur de l'événementiel. Mais effectivement, début 2023 et début 2024, on a fait enfin, un petit championnat d'endurance. Et après, on a aussi fait quelques événements pour certaines marques, certains partenaires. ouais, On a fait entre autres la Trustmaster GT Race eh oui, euh, pour Trustmaster, où effectivement on a été missionné de mettre en place un open avec pas mal d'influenceurs à travers le monde. mm, Et puis après, on a également fait un événement de sortie officielle pour le DLC GT2 avec 505 Games. Donc ça aussi, ça a été très intéressant. C'est qu'à chaque fois, bah, on a des belles personnes, des beaux influenceurs qui sont sur ce type d'événement. Bah, c'est aussi pour ça que ces entités font appel à nous. C'est peut-être aussi pour cette rigueur de travail que l'on a. Et c'est très intéressant pour nous. Ça nous donne de l'expérience, mais ça permet aussi de nous conforter dans nos relations avec ces partenaires. Donc voilà, c'est très intéressant. Et puis nous, voilà, on aime quand les choses sont bien faites. Donc ça colle parfaitement avec le cahier des charges de ces partenaires ou de ces prestataires, des demandes qui nous sont faites en tout cas. Donc non, c'est un très bon point. Et puis ça nous permet effectivement de grossir un petit peu en expérience. En pur événementiel, ça nous permet effectivement ouais. de glow up un peu. Ouais, c'est sûr que c'est que ça prend énormément d'expérience de pouvoir travailler avec d'autant grands entités comme ça, Ouais. comme 500 Games par exemple, Mm. la sortie du DLC, c'est quand même quelque chose de faire confiance à une organisation où on sort le DLC, c'est un DLC qui est alors qui n'était pas forcément le plus attendu de tout le jeu, mais c'est quand même voilà une confiance à donner à une équipe et qui et voilà en plus bon voilà si vous savez pas 500 Games ce ne sont pas n'importe qui, ils sont derrière plein de jeux The Witcher, Aristocracy Competition et plein d'autres. C'est vraiment des personnes très connues dans le milieu du jeu vidéo et donc il faut vraiment une certaine confiance de ce genre de studio de personnes pour pouvoir faire ce genre d'événements qui sont quand même des Bah, en événements fait, oui, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on avait déjà eu ce recul par rapport à la première édition des 24 heures Téléthon. Je sais pas si tu te rappelles, mais ah oui le Global Manager oui France avait annoncé annoncer le pack enfin le DLC oui. voilà, le DLC GT2 en avant-première par rapport au reste du monde. Ouais, C'est-à-dire que c'était fou ça aussi. pendant l'événement, on avait une pré-annonce 2 heures avant le reste du monde, c'est-à-dire que pendant 2 heures, le trailer de DLC GT2 était disponible seulement sur le stream officiel des 24 heures Téléthon. Donc c'est toutes ces petites mises en avant premium qui font que ben, l'événement,
il monte un petit peu en prestige. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à gagner la confiance des studios de développement. Hmm. Par exemple, ce qui était très intéressant, c'est que Kunos s'inquiète un petit peu de comment s'étaient passés les événements, enfin le 24 heures Téléthon deuxième édition. Donc, on commence à faire résonner un petit peu cet événement un petit peu partout. Et vraiment, ce qui est impressionnant, c'est de voir que bah, tu as des gens qu'on connaît de nulle part, qui 2, 3 mois, 4 mois après l'événement, là j'en ai eu encore un la semaine dernière. Ah oui, tel événement, ah oui, effectivement, j'en ai entendu parler. Et ce qui est très intéressant, c'est que voilà, ça commence à s'ébruiter un petit peu, à faire effet un peu d'écho. Donc très intéressant et bah, c'est top parce qu'on véhicule encore une fois l'image du sim racing francophone et on véhicule une belle image. Donc bah, faut continuer à la faire perdurer, faut qu'on continue à la faire un petit peu glow up, voilà, à la diffuser et dire bah voilà, si vous voulez vous y tenter, un volant Logitech pour commencer, ça va très bien. Bah oui, c'est cool que tu parles de simulation. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de simu. Tu nous as dit que voilà, tu avais commencé avec ACC et que même encore aujourd'hui, on était pleinement sur ACC. AC, c'est un super jeu. Est-ce que tu t'arriverais à nous donner un petit peu, toi, de ton point de vue, un avis un peu global sur le sim racing de manière vraiment plutôt récente, comme des jeux typés Rensport, c'est qui sortent et qui ont des complications beaucoup plus importantes par rapport à d'autres jeux. On sait que là, par exemple, en ce moment, Range Sport, c'est vraiment la, la cata niveau réputation. Est-ce que tu penses que dans le futur à venir, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont s'intéresser au sim racing, de là à en développer des jeux et des systèmes pour se concurrencer? Et comment ça te projette un petit peu le sim racing dans les 5-10 prochaines années? Alors déjà, il y a une chose qui est très marquante cette dernière année, et je pense que beaucoup de personnes l'ont remarqué, c'est le marché qui a explosé. Oui, Je m'explique. Quand tu vas acheter un équipement, par exemple une base, bah avant, tu avais Logitech, Trustmaster, et puis des hauts de gamme, et voilà. Aujourd'hui, là, enfin, ces dernières années, derniers mois, tu as beaucoup de marques qui sont sorties, qu'on connaissait de nulle part, qui ont proposé des nouveaux produits, des produits qui sont de très bonne facture pour des prix qui sont ultra intéressants, défiant toute concurrence et très agressifs. Et puis surtout avec des produits qui sont de plus en plus finis, de plus en plus immersifs, de plus en plus poussés. oui, Donc tu te dis que là, on commence à taper dans quelque chose de très très performant. Voilà, on va chercher quand même l'excellence sur le sim racing. Et puis bah tu as du client, tu as des nouveaux jeux qui sortent, tu as des licences officielles qui commencent à sortir, enfin qui continuent à sortir parce qu'il y en avait déjà. Donc je te dis quand même que bah, il y a un développement. Si ça se développe comme ça, c'est que quelque part il y a de la demande ou il y a du client. Euh, Pareil du côté pilote, tu as des pilotes réels qui s'intéressent de plus en plus au sim racing parce que justement, tu as ce type de matériel qui sort qui sont de plus en plus performants et de plus en plus réalistes. Euh, bah, on le voit encore une fois avec les 24 heures Téléthon. La première édition, on avait, je prends l'exemple de César Gazo qui était là, qui fait partie du pilote, enfin fait partie du championnat réel du SRO, qui pilote dans une AMG, une Mercedes. Donc là, on a l'exemple du pilote réel qui s'appuie sur du sim racing. Et sur la deuxième édition, on a eu encore mieux que ça, enfin, sans dénigrer César, mais on a eu encore plus de prestige avec les fameuses Iron Dams, qui est quand même un team officiel qui est connu et reconnu bien sûr. par son excellence Et puis voilà, le côté féminin en plus qui est représenté dans un monde qui est beaucoup trop masculin. Donc c'était juste génial d'avoir Karen et Célia enfin, 24 heures Téléthon deuxième édition, parce que ça a permis effectivement encore une fois de faire le parallèle réel virtuel, d'avoir des professionnels du secteur dans de la simulation, donc du coup d'apporter de la crédibilité, mais aussi d'apporter bah, une autre vision des choses, une autre expérience, tu vois, c'est de leur poser la question, alors, ça fait quoi entre le réel et le virtuel? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Comment est-ce que vous voyez la chose? Et puis, bah, de voir que toutes ces personnes-là s'entraînent un petit peu parfois par simulateur pour apprendre les circuits. Donc tu te dis, on commence à toucher quand même un tel niveau d'excellence dans le développement et puis dans
les petits détails en fait que tu dis, mais Ouais. waouh, pareil, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'avoir de la collection de data. Je pense entre autres à nos partenaires ACC Drive. Mm. Ils ont fait avec leur Oui. logiciel quelque chose d'énorme. Avoir une espèce de pitwall dans lequel tu as toute ta collection de data où tu peux changer la stratégie en temps réel avec tes mails, etc. Ça, c'est pareil. Le fait de l'avoir sur les 24 heures Téléthon, bah, ça nous renforce l'immersion, chose que tu ne peux pas avoir sur des événements officiels parce que les événements officiels sont bridés à cause de leurs caractéristiques officielles, mais nous, on n'en est pas, on est un événement Exactement. privé. Donc, ça nous permet d'inclure toutes ces nouveautés, comme par exemple la radio avec TeamSpeak. Avoir une race direction en physique et en même temps en vocal dans ton casque quand tu es en train de piloter, avec un règlement qui est adapté, du red flag, du yellow flag, de la safety car, Mm. c'est juste incroyable et on le voit, ça plaît, les gens s'en passent même quasiment plus, tu vois. Oui. J'ai entendu un pilote il n'y a pas si longtemps me dire, ah ouais, mais quand on fait un open et qu'il n'y a pas de commission de course en vocal, ou qu'il n'y a pas de commission de course tout court, Bien sûr. en fait, l'open, il est fade ou il manque quelque chose, tu vois. Ouais. Donc, le développement, on l'a, la demande, elle est là, et euh, je pense qu'on est nombreux à essayer d'aller chercher encore plus loin dans ce qu'on peut faire. On le voit avec tout ce qui est e-flag, avec tout ce qui est. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui existent qui permettent de renforcer encore cette simulation. Et bon, certains sim racers, sim raceuses qui sont équipés, mais Ah bah oui, oui. je me demande, c'est lunaire, quoi. On dirait que c'est une vraie bagnole qu'il y a dans le salon. Donc, non, non, c'est incroyable. Je pense sincèrement que le sim racing a de belles années. Faut-il encore que les simulations qui sortent ou qui sont actuellement sur le marché répondent aussi à l'attente des sims, parce que tu peux pas avoir des jeux qui sont pas bien finis. On le voit malheureusement un petit peu avec Rainsport. Rainsport, Ouais. il est mort-né ce jeu parce que ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait en tant que sim racer. Et puis, voilà, il y a d'autres jeux comme le Mon Ultimate qui sont très prometteurs. J'ai un avis personnel sur le jeu, mais je le garderai pour moi parce que ça concerne que moi. Mais voilà, il faut que toutes ces simulations euh, évoluent dans le sens de la communauté. Et c'est là que j'espère sincèrement que tous les studios de développement vont savoir écouter la communauté et répondre à nos besoins parce qu'aujourd'hui, on a juste du matériel de fou furieux pour faire Ouais. des événements de Ah fou bah oui. furieux. Et voilà, il nous faut des simulations de fou furieux pour faire ça. Mais en tout cas, euh, voilà, tous les partenaires s'y intéressent, tous les studios de développement s'y intéressent, les équipementiers s'y intéressent. Il y a du client, il y a de la demande. Donc moi, je pense que on a de belles années devant nous. Et puis effectivement, avec ce genre d'événements tels que les 24 Téléthon, on arrive à faire de la promotion du sim racing. Et puis même tous Mm. les événements du quotidien. On voit, il y a des équipes qui organisent toutes les semaines plein d'événements. Ah oui. Enfin, je me demande même si, enfin, sur 7 jours, je crois qu'il n'y a aucun jour qui est sans événement. Ah oui, non, ça C'est-à-dire que c'est. si t'es disponible un jour mais pas l'autre, t'es sûr d'avoir un open Ouais. n'importe où dans une team quelconque qui va t'organiser un petit open sympa. Donc c'est ça aussi qui est incroyable, c'est que d'un côté de communauté, tu as des équipes qui organisent et qui font vivre les jeux. Et tu as aussi d'autres sites internet, je pense que là ça vient de me venir à l'esprit, mais tu as LFM aussi qui a su Oui. renaître, un petit peu descendre ACC, qui a su donner un petit peu un autre goût aussi à certaines autres simulations. Donc effectivement, tu as des choses aujourd'hui voilà, qui vont assurer la prospérité du sim racing assez facilement, quoi. Ouais, c'est sûr que moi j'avais été très étonné au début. C'était l'introduction de Fanatec avec le fameux volant de la BM Oui, MK J3. Bon, moi je connais bien oui, Fanatec, c'est le matos que j'utilise. Mais déjà à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, déjà on a les mm, logiciels, la data qui arrive. Maintenant on a le matos. C'est quand même dingue de se dire tu peux acheter le volant de la M4 GT3 pour faire du sim racing. Et bon, ça, ouais. je vous le souhaite tous, hein, mais si vous avez une M4 GT3 dans le garage, et ben vous le déconnectez, vous le branchez sur votre voiture. C'est quand même dingue de se dire Ah qu'aujourd'hui, non, c'est ça qui est cool. Ouais. c'est connecté, mais d'une manière incroyable. Enfin, tu le vois avec les pédaliers aussi, que ce Ouais, soit en hydraulique, avec l'active, enfin, le ouais, retour haptique, etc. C'est juste incroyable. Effectivement, on va toujours plus loin dans la sensation, dans le retour d'information, que ce soit effectivement pour le pilote ou pour les ingénieurs. Voilà, on touche du doigt. Ah, on s'approche quand même d'un certain professionnalisme mm, quand il s'agit de commencer à développer des data, même si ça reste du virtuel.
ça reste, voilà, on commence à toucher des points qui sont beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus professionnels, qu'on n'avait pas encore il y a quelques années. En fait, on est en train de basculer dans une simulation un peu plus perfectionniste et on va aller Hmm. chercher le petit dixième. En fait, voilà, on a vraiment ce sentiment d'être dans la réalité, d'aller chercher la moindre petite performance qui va te faire gagner ce petit dixième, qui va te faire gagner quelques places sur la grille. Et voilà, tout ça, c'est impressionnant. Et ça se voit aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses évoluer, que ça soit avec un budget faible ou un budget plus gros, avec un niveau plus débutant, avec un niveau beaucoup plus avancé. Et puis, ouais, je pense. Et puis, en fait, tu le vois aussi dans les événements euh, officiels. Ouais. Tu vois la qualité augmenter, que ça grossit, qu'il y a beaucoup plus de moyens. Alors oui, ça va injecter de l'argent parce que ce sont des événements officiels qui sont sous licence, etc. Ouais. Mais tu vois en fait que parce qu'il y a de l'attrait, parce qu'il y a de la demande pour ce type d'événement, que ça injecte plus. Donc non, non, il n'y a pas de problème. Le sim racing a de belles années devant lui. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, je vous le dis comme ça parce que ça m'a fait penser. Si jamais vous souhaitez découvrir vraiment du matériel d'une certaine manière, vous pouvez en essayer à la Sim Expo. Alors, c'est en Allemagne généralement, mais c'est tous les ans. C'est un des, d'ailleurs, je crois que c'est le plus gros salon de sim racing au monde. Vous avez vraiment absolument toutes les marques qui viennent essayer. Je sais même que cette année à la Paris Games Week, il y avait pas mal de, enfin en 2024, il y avait pas mal de stands de sim racing. Et donc voilà, si jamais vous voulez essayer du matos, vous allez vous rendre compte que c'est tout bonnement fou ce qu'on peut faire, soit en termes d'écran, même avec la VR aujourd'hui, c'est fou. J'ai découvert ça il y a quelques jours, je suis complètement accro. Puis même en termes de matériel, vous allez voir que c'est un truc complètement dingue. Donc on a parlé de matos et on a parlé de sim racing. Est-ce que tu penses que on a pu voir une fois, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais le championnat SRO réel était de lien avec le championnat SRO virtuel, où il y avait un championnat et certains pilotes pouvaient faire gagner des points à leur équipe en réel. Alors je sais pas si c'est resté encore d'aujourd'hui, je crois que ça a été essayé une ou deux fois et que ça n'a pas vraiment été une grande réussite. Mais est-ce que tu penses qu'un jour le virtuel aura vraiment une grande incidence sur un championnat réel? Ouah, question compliquée parce que déjà, bah, de une, j'ai pas la crédibilité et l'expérience d'un vrai pilote de course. Donc c'est compliqué de savoir à quel point c'est impactant pour un professionnel réel côté virtuel. Je sais pas si ça sera très bien, comment dire, très bien accueilli de la part des vrais teams, Hmm. parce que pareil, le niveau d'engagement financier n'est pas du tout le même, l'échelle n'est pas du tout la même. Et puis, je sais pas du tout. C'est deux univers qui sont différents, mais tellement ressemblants à la fois. Et là, pour le coup, tu vois, je te dirais Joker. Joker, parce que déjà, je pense que je n'ai pas l'expérience pour répondre à ce type de questions. Et Hmm. c'est tellement complexe. En fait, je vois mal comment tu peux remplacer un pilote virtuel d'un pilote réel. Tu peux pas aller voir un pilote réel et lui dire, oh, ça va, je fais du virtuel, donc laisse-moi conduire ta GT. Hmm. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est différent. Ouais. Même si on se rapproche effectivement avec le virtuel, ça reste différent. Euh, et tu vois, les mecs qui sont sur F1 vont pas te dire, ah, vas-y, Max, laisse-moi ta monoplace. Non, oui, c'est vrai que c'est très limité. On a quand même quelques pilotes, alors une niche quand même, mais on en aura quelques-uns qui ont réussi à faire la Oui, transition. Alors ça reste quand même vachement rare, mais ça montre quand même que vraiment le alors, virtuel a une certaine faire une incidence. sélection, ouais, c'est ça. Alors, pour répondre à ta question, avoir une incidence, enfin, avoir un championnat mixte réel, virtuel, qui ont un espèce de classement général, à mon avis, c'est trop compliqué. Par contre, avoir effectivement une sélection, comme avait fait Nissan avec la sélection virtuelle, Hmm. à la limite, pourquoi pas? Ça peut être très intéressant parce que ça peut apporter déjà une certaine base. Moi, personnellement, à titre personnel et professionnel, dans le milieu aéronautique, on utilise énormément les simulateurs parce qu'aujourd'hui, bah, ça dégrossit le travail IRL, mais néanmoins, ça ne le remplace pas.
Donc, on fait cette différence, mais malgré tout, on se base sur le simulateur pour s'entraîner à avoir nos procédures, toute la théorie, éventuellement à visualiser une mission ou quelque chose que l'on va faire. Mais ça ne remplacera pas, dans tous les cas, un vrai vol en Oui, avion. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près la même chose virtuelle réelle, c'est-à-dire que les pilotes professionnels peuvent s'en servir pour dégrossir des choses, mais ils vont perfectionner, ils vont aller chercher le petit détail sur la piste avec la voiture. Surtout que la voiture apporte de nouvelles contraintes quand tu es en physique que tu n'as pas en simulateur, et inversement. Tu vois, on l'a vu par exemple lors du premier Téléthon où, à défaut d'avoir des pneus qui éclatent ou problème moteur, tu peux avoir des problèmes d'écran, etc. C'est pas la oui, même chose, c'est géré oui. différemment. On peut apparenter ça à des problèmes mécaniques ou des problèmes. Et, voilà. Et ça, je pense que ça fait un petit peu aussi tout le charme de l'endurance virtuelle, c'est effectivement d'avoir ces problèmes Ouais. informatiques qui peuvent s'apparenter Oh oui. à des problèmes réels avec une voiture réelle, quoi. C'est juste que bon, forcément, ça coûtera moins cher de péter un écran que de péter un moteur. Ah oui, ça, alors ça, c'est sur ça, les problèmes en virtuel, ça, je peux dire ça, je m'y connais. J'ai eu pas mal d'expérience, notamment, voilà, une certaine édition, je dirais pas laquelle. Mais c'est sûr que moi, j'ai toujours coutume de dire que les deux se ressemblent, les deux ont leur vision, les deux ont, voilà, quand tu casses une voiture, tu l'as dit en virtuel, forcément, t'as aucun coût qui est engendré. Mais ça peut arriver qu'il y ait des problèmes matériels, qu'il y ait des problèmes même, parfois sur les open ou les courses, on les voit des problèmes serveurs. Donc c'est vrai que d'un un plus, il y a toujours un plus et un moins des deux côtés, mais on arrive toujours à relier les deux d'une certaine manière. Et moi je trouve quand Mm. même que c'est vachement C'est cool. très intéressant. C'est très intéressant. Et puis, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que quand on est sur le week-end du Téléthon, tu peux facilement aller voir les pilotes qui sont dans les Ouais, box en bas, ou même tu as carrément les pilotes qui viennent te voir, qui montent dans le Media Center pour se rendre compte que le virtuel, ça a aussi sa part de, de crédibilité sur un circuit finalement. Et ça a été très intéressant la première édition. On s'est surpris à voir des pilotes monter en combinaison entre deux séances pour voir ce qui se passait dans le Media Center. C'était vachement intéressant. Pareil, le nouveau directeur du circuit qui est venu passer 15-20 minutes à observer, à essayer de comprendre, voilà, à voir un petit peu ben, cet environnement de Steam Racer et de voir qu'il y a autant de monde qui est penché sur les écrans à collecter des data comme le réel. Et c'est pareil pour de la réalisation vidéo. La réalisation vidéo, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on est sur un jeu, une simulation, hmm, mais on va s'inspirer du réel parce qu'on va aller chercher de l'onboard, on va aller faire de ouais. l'interview, on Il y va a des essayer de outils qui sont comprendre à là. contact qu'est-ce qui s'est passé, on va mettre des replays. On essaye vraiment de se plonger un maximum dans cette. Et je vais te dire, il y a même des personnes qui ne connaissent rien au sim racing. Quand ils ont vu le trailer des 24 heures Téléthon deuxième édition, ils se sont dit, oh tiens, chouette, une vraie course au circuit pour la dire. J'aurais dit non, virtuel. Vous trompez pas. Et, euh, et donc, du coup, il y a des gens qui se sont retrouvés devant Twitch à regarder une course qu'ils pensaient réelle, mais en fait qui n'était pas réelle. Donc, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à montrer quelque chose qui est beaucoup plus accessible aux gens et peut-être que ça les intéressera ou ça les titillera de suivre. Voilà. Donc, non, c'est très intéressant et l'un est complémentaire de l'autre, mais ne peut pas se remplacer. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Alors, je prends l'exemple du trailer que vous avez fait pour la deuxième édition d'Acteur Téléthon, mais c'était vraiment très professionnel et très très réaliste. On était vraiment sur des productions limite d'un grand événement qu'on aurait pu avoir en physique. On peut très clairement avoir ce genre de trailer. Donc, mais pas mal l'anecdote du pilote, enfin de la personne qui a cru que c'était une vraie une vraie course. Ouais, pas mal Ouais, ça. alors d'ailleurs, je fais une petite aparté. En fait, si tu veux, pour cette deuxième édition, on a mis l'accent un peu plus sur les bénévoles et puis des responsables un petit peu. C'est-à-dire que je commence doucement sous mon aile à avoir certaines personnes qui veulent Ouais. prendre part et avoir des responsabilités dans ce type d'événement et surtout aider ce type d'événement. Hmm. Parce que bien évidemment, au bout d'un moment, moi, je peux pas tout gérer tout seul, c'est pas Bah oui, possible. c'est sûr. Donc, j'ai eu la chance cette année d'être épaulé par des bénévoles, que ce soit de la NRT ou non. Et c'est grâce à ça, grâce à ces bénévoles qui font partie de la communauté, qu'on a permis de mettre
une race direction en place, qu'on a permis d'avoir des simulateurs montés, réglés, qui attendaient directement les participants pour régler et adapter à chaque team les simus. On a eu de la chance d'avoir la Restart TV qui bénévolement a fait un travail monumental sur Ah oui, c'était la dingue. réalisation vidéo. Tout ça, c'est des bénévoles, il faut pas l'oublier. En fait, on est des privés, mais on est des bénévoles d'une association bénévole à but non lucratif pour aider une autre association. Et on évolue dans un monde professionnel, c'est-à-dire que c'est le circuit qui nous accueille, ils sont professionnels, ils nous accueillent de façon professionnelle, ils nous traitent comme des clients. On a des partenaires qui nous traitent également comme des professionnels, en nous faisant confiance, en nous envoyant beaucoup de matériel, hein. Il faut savoir que c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont mobilisés sur un type d'événement comme ça. Donc, c'est pas anodin. On se rend compte de la responsabilité. Et moi, franchement, je pourrais pas tenir tout l'événement comme il est actuellement sans tous ces bénévoles qui entourent. Et d'ailleurs, je profite de ça pour passer un petit message, parce que si vous souhaitez venir nous aider ou nous soutenir, filer un petit coup de main quelques heures ou surtout le week-end, vous êtes les bienvenus. Carrément, nous, on recherche effectivement. Dans tous les cas, on aura forcément besoin de renfort. Donc, voilà, je profite de passer un petit message. Si vous voulez prendre un petit peu de part active dans la réalisation d'un tel événement, il n'y a pas de souci. Et bah voilà, comme ça vous avez le lien du Discord de la Noco Racing Team qui est dans le chat, comme ça voilà, si jamais il y a besoin, et même pour les rediffusions, ils seront dans la description. On va arriver à la fin de cette émission. Merci beaucoup Arthur d'avoir accepté et d'avoir été présent. On a pu Avec apprendre... plaisir, écoute, merci à toi. Merci pour l'invitation. ouais, on a pu J'espère au apprendre moins avoir des choses répondu à un utiles. maximum de questions. Ah oui, non mais c'est très très bien, des réponses vraiment qui étaient vraiment cool. On a pu vraiment apprendre pas mal de choses et des trucs qu'on peut pas forcément s'imaginer quand on voit que c'est entre guillemets que du virtuel. Donc franchement, c'était vraiment impressionnant et vraiment super intéressant de t'avoir avec nous. J'espère que voilà, vous avez à peu près tous aimé. Voilà, j'attends vos retours sur YouTube, sur Spotify, sur Twitch. Voilà, j'espère vraiment que cette émission vous aura plu. J'ai pas encore de deuxième invité à vous annoncer parce que c'est pas encore sûr, mais j'ai un petit peu des gens dans un sac, hein, que ce soit des pilotes réels et que ce soit même des pilotes virtuels et peut-être voire même des compétiteurs de très très haut niveau qui ont peut-être approché Max Verstappen. Je dis ça, je dis rien, je ne fais pas de leak et en tout cas moi je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle soirée et à la prochaine dans un nouvel épisode.